payeur. Et quand on a bancarisé, on a mis en place le comité de la paye, mais malgré qu'on ait le comité de la paye, il y a encore eu des déboires, toujours en termes de... Parce que, Des fictifs. Oui, non, c'est-à-dire qu'il y avait des retours après des reliquats de la paye. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces reliquats de la paye? C'est une autre question. Et à un moment donné, même l'IGF, sous Alignetti, a présenté, n'est-ce pas, un nombre important de fictifs. Même au sein de nos forces armées. Oui, mais qu'est-ce qu'on a fait avec? Parce que cette économie budgétaire devrait normalement rentrer. Non, mais ça rentre à la caisse de l'État. Bon, Dieu seul sait. Ok, non, mais vous voyez, donc, en fait, c'est juste pour dire qu'il faudrait justement imposer certaines mesures, ou même une charte de gestion financière dans les entreprises, dans les administrations, dans les services publics et dans les ministères, pour qu'on s'assure que lorsque le Trésor public sort 100 000 $ pour faire ça, ça va réellement là-bas. Mais si après ça, il y a des détournements et on commence à utiliser des fausses pièces justificatives, ça pose problème. Les détournements des deniers publics en République démocratique du Congo, encore et encore, messieurs et dames, ses conséquences sur les tissus économiques congolais et surtout comment mettre fin à cette hémorragie cancéreuse. Très heureux de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle édition des Enjeux et je vous invite à découvrir avec moi mon invité. En tout cas, l'homme n'est plus à présenter. Il est enseignant de l'économie à l'Université protestante au Congo. Mais il faut dire aussi avec une bonne dose de politique. Vous êtes aussi un politique. Bien sûr. On s'installe. Bien, merci. Comme qui dirait, faites-moi de la bonne économie politique, je vous ferai de la bonne économie. Effectivement. Tout à fait. Sinon, comment vous allez? Non, je porte très bien. Alors, détournement. Les juristes ont leur conception, mais les Kinoato na biso na linga les ara qui moyibi, n'est-ce pas? Koyiba mbongo à l'État. Détournement des deniers publics. Je pose la question à un enseignant de l'économie. Avez-vous une autre conception du détournement des deniers publics? Et une fois les concepts établis, nous allons parler de ses conséquences. Non, David Alexandre Échoué. L'acception est la même, c'est-à-dire que ne pas utiliser l'argent de l'État pour les matières pour lesquelles on a eu à opérer les choix et fait voter la loi des finances relève d'un détournement. Et donc on peut, de manière péjorative, considérer ça comme étant un vol, parce que c'est une violation des dispositions légales. Les dépenses de l'État, on les exécute en fonction de ce que dit la loi des finances. Ouais. Pas respecter la loi des finances, c'est les budgets. Voilà. Et donc, c'est une déviation. Et donc, c'est un délit. Voilà ce qu'on peut dire donc, à ce sujet. Il n'y a pas d'équivoque, c'est quelque chose de négatif. Et ça joue négativement sur l'efficacité de l'État, l'efficacité du gouvernement. Et ça pèse énormément sur les perspectives de développement de l'activité économique, mais également de l'amélioration des conditions de vie de la population. Donc, globalement, notons que c'est un problème. Et ce problème en RDC est devenu, je dirais, structurel, systématique, dans la mesure où c'est un problème qui a vu le jour depuis des années. Et au fil des années, le problème ne fait que prendre des dimensions importantes. En tout cas, ce n'est pas une fabrication de Félix Tshisekedi. Non, pas du tout. Il ne faut pas Okay. qu'on puisse torquer ou la vérité ou amener les gens à comprendre des choses autrement. C'est un problème qui remonte à des années. Et c'est sous la période du président Mobutu que le mal a eu à prendre l'ampleur. Et au fil des années, c'est devenu une culture. Et lui-même, je pense... Mais Alexandre, David Alexandre Échoué, tout mal a une cause. Peut-on remonter jusqu'aux racines, aux causes de ces cancers? Le problème, c'est l'homme congolais. Tout compte fait, le problème de la RDC... La cause, c'est l'homme congolais. Tout compte fait, le problème de la RDC se résume en un seul mot, l'homme congolais. C'est lui le problème. L'homme congolais n'aime pas son pays, parce que si l'homme congolais aimait réellement son pays, il allait se comporter autrement. Vous prenez plaisir à dire que je viens de Paris, vous prenez des photos devant la Tour Eiffel,
ou l'Arc de Triomphe. Vous étiez à Manhattan, vous avez profité pour prendre des photos devant la Statue de la Liberté. Vous étiez à Washington devant la Maison Blanche. Big Ben à Londres. Et vous voyez comment est-ce que c'est beau et vous vantez ça. Mais vous-même, vous jetez des immondices sur la chaussée, sur le boulevard du 30 juin. Sans vergogne. Et sans vergogne. Mais que voulez-vous qu'on dise de votre ville à vous? En fait, quand vous dites que j'étais à Paris et que vous êtes content, quand vous dites que j'étais à Washington, vous êtes content, ça veut dire que vous êtes content du travail que ces gens ont eu à faire. Parce qu'en réalité, lorsque Dieu a créé ce monde, il n'a pas construit des immeubles, ni des grands bâtiments ou autres infrastructures à Washington ou à Paris. Ce sont des hommes qui ont fait ça. Mais alors pourquoi est-ce que nous, Congolais, on ne prendrait pas conscience que nous aussi, nous avons le droit de faire des grandes choses? Mais c'est ça les problèmes. Le problème est génital ou... Bon, vous savez, certains mots, lorsque on les entretient, on les caresse, ça devient une seconde nature. Et on croit que c'est normal. Aujourd'hui, la culture du vol est devenue normale en RDC. Il y a certains mots qui sont devenus logiques. Mais vous vous souviendrez qu'il y a quelques années ici, un gouverneur de ville a dit que Mboka Oyo et Kubonga société. Mais c'est lui qui est censé travailler pour que Mboka et Bonga, mais il le dit, il le confesse. Mais ça suppose quoi? Ça suppose que dans son mental, il y a un problème d'orientation dans sa façon de voir et de comprendre les enjeux du développement du pays, alors qu'il est appelé à jouer un rôle important. Nous ne voilons pas la face, nous sommes Congolais. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un accède à des fonctions, c'est quoi le discours dans son environnement direct ou sa famille? Tournabi, c'est coquille. Hein? Que nous aussi, on puisse profiter. C'est-à-dire que vous n'allez pas là pour travailler. Avec son corollaire, est-ce qu'il y a Yum Toubum Samboko? Voilà. Donc vous allez là pour voler et vous allez avec une idée négative sur laquelle il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'espoir. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. C'est au fait, devant l'épreuve, qu'on arrive réellement à apprécier la force d'une personne. Si tout était beau et facile, eh ben, la vie ne serait pas ce qu'elle est. Et il y a un musicien congolais, pour ne pas le citer, Koffi Olomide, qui dans une chanson a dit ceci: rien de ce qui est grand n'est facile. Ça veut dire que si nous voulons faire des grandes choses, nous devons accepter de passer par des moments difficiles, c'est-à-dire le travail, des sacrifices énormes. Mais nous ne voulons pas les sacrifices, mais nous voulons la gloire. C'est paradoxal. Même le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu, avant de se mettre à la droite du Père, il est passé par des épreuves et c'est après qu'il a été élevé. C'est ainsi qu'on doit fonctionner. Mais en RDC, une personne n'étudie pas, mais veut réussir en classe. Chancellor ou pas? Une personne ne travaille pas, mais avoir de l'argent. Une personne ne conjugue pas des efforts suffisants pour pouvoir briller, mais veut briller. Il veut se positionner comme étant un des meilleurs alors qu'il ne l'est pas. Ce sont là en fait des contradictions. Or, Dieu qui a créé ce monde a établi certains principes et on ne peut pas les déroger. Donc, l'homme congolais, c'est l'homme congolais qui est le vrai problème. Parce que si vraiment on aimait notre pays, on ferait des efforts pour ne pas salir nos avenues, on ferait des efforts pour ne pas détruire nous-mêmes notre économie, on ferait des efforts pour ne pas nous-mêmes voler l'argent de l'État, on ferait des efforts pour travailler dignement et faire avancer notre agenda de développement. Mais quand vous regardez avec détail tout ce qui se passe, somme toute, vous arrivez à conclure que c'est l'homme congolais qui pose problème. C'est ça, la cause, c'est l'homme congolais, mais vous l'avez vous-même dit, ça devient un fait banal. Non, 1 million là-bas, 20 millions là-bas, 50 millions. C'est très grave. Comment expliquer cette complaisance à détourner ou cette aisance à détourner? À certains égards, on peut dire que c'est la faiblesse des revenus payés qui justifie que les gens puissent voler. C'est pas la faiblesse du régime. Non, ça vous épargnez trop les régimes. Non, ça fait de très longtemps. Déjà à l'époque du président Mobutu avait fait ça. Et donc, ce n'est pas une question de régime. Mais ça a pris d'autres dimensions. Oui, mais en fait, un enfant, quand il naît, il ne revient plus dans le ventre de sa maman, il ne fait que grandir. Si on le dresse mal, ça devient un problème pour la société. Les détournements grandissent. Et effectivement, ça prend de l'ampleur. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est qu'on peut justifier ou expliquer ça en partie par les rémunérations payées. Mais ça ne donne pas l'homme parce que... Donc là, vous voulez justifier les détournements? Non, je dis quoi, c'est que même les salaires qui sont petits là sont fixés toujours par des hommes. Donc au bout du compte, c'est l'homme qui trouve le problème. Je me rappelle encore à l'époque, lors d'une conférence, certains enseignants d'économie à l'UPC ont eu à fustiger le fait qu'un enseignant
à l'université, tout comme à l'école secondaire ou encore à l'école primaire, est mal rémunéré, alors que l'enseignant joue un rôle très important pour la société. Et c'est vrai, hein. Mais cependant, certains enseignants qui participaient à ce débat et qui avançaient cette thèse avaient été autrefois aux commandes et n'ont pas pris le soin de prendre les mesures qui s'imposent. Du coup, tout ce qu'ils disent tombe dans l'eau. Vous imaginez qu'il fut une époque où dans ce pays, on avait un premier ministre professeur, un ministre des Finances chef de travaux, on avait un ministre de l'enseignement professeur, ministre de l'économie professeur. Un gouvernement des professeurs. Donc, plusieurs professeurs. Des docteurs. Et nous avions également dans les cabinets ministériels des professeurs. Mais qu'est-ce qui empêchait à ce que les professeurs prennent d'abord la mesure de pouvoir améliorer leur traitement à l'époque, par exemple? Vous voyez, en fait, c'est comme si, parce qu'on est ministre, on est au gouvernement, on oublie qu'on est professeur, on laisse les professeurs dans des conditions médiocres, et c'est quand on quitte les fonctions que la raison revient. Et ça montre que l'homme congolais a une mauvaise orientation mentale. On ne fixe pas une rémunération juste pour le plaisir, mais on tient compte de la vraie valeur de la chose. Et si réellement nous étions dans une société où on considère le savoir comme étant un levier de succès et de réussite, eh bien, on aurait accordé beaucoup d'intérêt à cela, mais fort malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, vous comprenez que c'est l'homme congolais qui pose problème. On doit repenser les rémunérations au niveau du secteur public. Il faut formater l'homme congolais. Effectivement, c'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures fortes pour nous contraindre, nous tous, à tous les niveaux, à avoir un comportement digne d'être congolais et un comportement qui ferait que l'on puisse justement contribuer à l'avancement de notre pays. C'est ce qu'il nous faut. Et il faudrait être sévère envers tout le monde. J'ai aimé une phrase que le président Tshisekedi avait dit autrefois. Il a dit qu'il faudrait être sévère envers les dirigeants parce que vous méritez mieux que ce qu'on connaît dans ce pays. Et pour ça, il faut être exigeant. Et donc, il faut demander plus aux gouvernants. Et donc, tout ce qui est utilisation abusive ou peu intelligente des ressources publiques, ce sont des choses à décrier, à dénoncer et à bannir parce que nous avons beaucoup de défis à relever dans ce pays. Fort malheureusement, certaines habitudes ont eu à s'installer et sont devenues une partie de notre Et ont eu la peau dure. Et effectivement, et du coup, on semble normaliser. Ce qui fait que dans certains milieux, lorsque vous dites des choses qui sont censées, on commence à vous qualifier alors que ce sont des choses qui devraient être normales pour tous. Donc, c'est ce qui fait que nous soyons en retard. Mais, comme je le dis, je ne perds pas espoir. Je pense qu'il est possible de relever un défi. Alors, David Alexandre Choué, vous êtes économiste, expert en finances publiques aussi. Conséquences ou comment les détournements impactent, vous l'avez dit, dangereusement, les tissus économiques, sur le plan économique. Quelles sont les conséquences des détournements des deniers publics? Mais peut-être avant d'arriver aux conséquences, je souhaiterais peut-être dire un mot d'abord sur les différentes manifestations ou modalités avec lesquelles les gens détournent. Ah, ok, Parce ça que, aussi. Oui, en fait, non, sincèrement, Comment ça se passe? Oui, parce que c'est important de le dire. Et pourquoi je le dis, c'est parce que nous avons connu plusieurs gouvernements, plusieurs régimes, et la situation demeure pratiquement la même du point de vue structurel. C'est-à-dire que nous avons une économie qui fait de la croissance depuis plus de 20 ans aujourd'hui, mais nous sommes l'un des pays les plus pauvres au monde. Nous avons une économie qui n'arrive pas à répondre à nos préoccupations. Parce que quelqu'un avait dit avec raison, c'est lui qui n'avance pas, recule. Effectivement. Et donc, tout ça, ça montre que structurellement, les problèmes sont les mêmes, on n'avance pas. Mais si réellement la situation ne change pas, ça suppose qu'il faudrait avoir une thérapie de choc pour faire une rupture fondamentale et engager le pays sur une nouvelle trajectoire. Mais si on n'arrive pas là, à ce niveau-là, c'est justement parce que ce que l'on fait, c'est du copier-coller, il n'y a pas assez d'innovation dans notre façon de faire. Parce que vous convenez avec moi qu'on nous a chanté à plus d'une reprise, depuis des années, que voilà, on a conclu tel programme avec le Fonds monétaire, avec la Banque mondiale, avec la BAD. Oui, on a conclu, on fait que conclure les programmes. Mais quand nous regardons les conditions de vie de la population, est-ce que cela a une aisance réelle? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que justement, on n'attaque pas les vrais problèmes. Alors, quels sont ces problèmes-là? Quels sont ces problèmes? D'abord, Bonne question. Au niveau de la mobilisation des recettes de l'État, il y a un problème sérieux. Il y a coulage des recettes et ce coulage est connu de tous. Ce que je dis là, nombreux sont ceux qui le savent. Que ce soit des gens qui sont au gouvernement ou qui ne sont pas au gouvernement, nous le savons, mais malheureusement... Mais ça, c'est un vieux problème. C'est connu de tous. On doit l'attaquer. Nous savons par exemple qu'au niveau des postes frontaliers,
il y a plusieurs transporteurs de matières premières, surtout des minerais, Et haute qui marchandise. passent sans payer les frais qui reviennent à l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a des coups de fil. Non, non, peut-être qu'ils payent, mais Non, non, ça n'arrive pas à la caisse de l'État, coulage. J'arrive d'abord. C'est-à-dire qu'il y a d'abord de ceux qui ne payent pas parce qu'il y a des coups de fil qui viennent de Kinshasa ou de certaines personnes influentes dans le pays qui appellent, non, voilà, tel ne paye pas, tel ne paye pas, ou encore on minore les prix à volonté, c'est-à-dire selon qu'une personne le veut, alors que là, ce sont des matières de fiscalité, ce n'est pas la volonté d'une personne, mais ce que disent les textes que l'on doit observer. Ça, c'est un comportement. Et pour ça, donc, il faudrait prendre des mesures fortes pour interdire strictement toute interférence dans la collecte des recettes. Et on met même en place des numéros verts, tout ça, qui toucherait peut-être le bureau du chef de l'État, du Premier ministre, telle sorte que quand quelqu'un ose faire ça directement, on frappe. Et la personne qu'on attrape, on l'arrête directement et on prend des mesures fortes. C'est comme ça qu'on peut dissuader de tels comportements. Mais aussi longtemps qu'on ne le fait pas, tout ce qu'on dit là, ce n'est que spéculatif, parce que ce sont là les vrais problèmes qu'il faut attaquer. Ça, c'est une chose. À côté de cet élément de non-paiement des taxes et redevances ou impôts qui vont à l'État, il y a aussi des acteurs politiques qui deviennent eux-mêmes les barrières à la collecte. Je parle de quelques faits. C'est-à-dire? Dans ce pays, un ministre de Finances a pour mandat de chercher à accroître, n'est-ce pas, l'espace budgétaire de l'État. Mais lorsque un opérateur économique ne paye pas l'impôt, la Direction générale des impôts, à travers la DGE, Direction des grandes entreprises, établit que telle entreprise ou banque n'a pas payé les impôts et qu'on cherche à faire une correction, un redressement, c'est le ministre des Finances qui appelle pour s'interposer. Comment vous pouvez comprendre de telles attitudes? Mais ça se passe au pays. Donc c'est vrai qu'il faut même réglementer le comportement ou fixer les limites du pouvoir d'un ministre parce qu'il y a beaucoup d'abus aussi dans le chef de ceux qui malheureusement sont censés prendre les mesures qui devraient booster le pays et le faire avancer. C'est un autre élément. Toujours au niveau de la mobilisation des recettes. Mais je l'ai dit la fois passée lorsque nous étions ensemble, il y a des entreprises qui doivent de l'argent à l'État. C'est-à-dire qu'ils ont une position débitrice vis-à-vis de l'État. Mais qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir récupérer l'argent qu'ils doivent à l'État? Tout récemment, nous avions suivi que certaines entreprises minières devaient de l'argent à l'État. Et il y a eu des acteurs politiques qui sont allés renégocier à la baisse ce qu'on devait payer au trésor public. Mais c'est ce genre de comportement qu'il faut extirper. Il faut donc prendre des mesures fortes. Quelqu'un ose faire des choses pareilles sans que cela ne soit correct. Ils ont renégocié à la baisse pour gagner les surplus. Hein? Non, c'est pour gagner des commissions. Oui, commissions. Eux reçoivent leurs commissions et l'entreprise paye moins à l'État. Donc c'est le trésor public qui souffre ou qui saigne. C'est ça le problème. Donc ce genre de comportement, c'est ce qu'il faut attaquer. Aussi longtemps qu'on n'attaque pas ces problèmes-là, on peut beau dire qu'on a fait telle réforme, mais ce sont là les vrais problèmes qu'il faut attaquer. Donc du point de vue de la mobilisation, ce sont ces comportements-là qu'il faut attaquer, il faut sanctionner sévèrement pour que l'on puisse justement accroître l'espace budgétaire de l'État. Mais ce n'est pas suffisant. Accroître l'espace budgétaire, c'est une chose, mais il faut aussi s'assurer que les ressources qui seront mobilisées seront utilisées à bon escient. Mais là aussi, il y a un problème, il y a une nébuleuse là-dedans, c'est que les gens utilisent mal les ressources publiques et cela ne permet pas de pouvoir financer les secteurs prioritaires, les secteurs qui devraient avoir des impacts sur l'économie et sur le niveau de vie de la population. Je vous donne des exemples. Moi, je parle de choses concrètes. Et ce que je dis là, tout celui qui est sérieux et conscient ne peut que dire que oui, ce qu'il dit est vrai. Je l'ai vu moi-même dans un cabinet ministériel, ça peut être à la primature ou dans un ministère, le ministre ou le Premier ministre donne de faire un travail et ce travail est effectué par 3 personnes. Au lieu d'une seule personne. Non, c'est 3 personnes, c'est juste c'est normal. Mais là, maintenant, on donne à 3 personnes et selon la loi des finances publiques et la circulaire du ministre du budget, ces personnes ont droit à une prime, donnant un montant de $200. Ce qui veut dire que à la fin du travail, normalement, on devrait payer une prime de $200 à chacune des personnes, soit l'équivalent de $600 au total. Mais lorsqu'on établit la liste de paye, vous retrouvez 300 noms. 300 noms? Oui. Pour un travail qui a été fait par 3 personnes. Voilà. Oui, un peu. Donc, ça a été multiplié par 100. Ça veut dire que là où il fallait payer $600, on va payer $60 000. Et les autres 1000 là vont... Et vous comprenez que c'est ce comportement-là qu'il faut extirper. Ça se fait. Même là, maintenant, à l'instant où je parle, ça se fait.
Et vous allez remarquer, par exemple, quand on établit les listes de paiement, de primes, tout ça, il y a toujours, excusez-moi, je n'ai rien à voir avec un individu, mais je parle... Il y a toujours une pléthore. Oui, il y a pléthore, mais il y a toujours souvent le nom du directeur de cabinet des finances, directeur de cabinet budget, conseiller financier budget, conseiller financier finance. Non, mais les trois personnes ont quand même travaillé sous la coordination de ces gens. Non, ce sont des directeurs. Non, ça va être la primature. Qu'est-ce qu'ils ont à voir? Mais parce que ils sont dans le circuit de la Ils doivent paye, signer. Ils doivent signer et donc on doit mettre leur nom. Mais ça, c'est de la triche, ce n'est pas correct. Et c'est presque officiel. Mais il faut attaquer, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont là les vrais problèmes qu'il faut attaquer. Quand vous voulez dire à la population, regardez les Congolais en face, ça veut dire que voilà, nous faisons des vraies réformes dans les finances publiques. Tout ça, on doit extirper ça. Parce qu'en faisant ça, on va augmenter d'abord les recettes de l'État, première étape, par rapport à ce que j'ai dénoncé tout à l'heure là, et ensuite, on va faire quoi? On va ensuite aussi avoir plus la possibilité de mieux allouer les ressources. Mais malheureusement, on ne fait pas. Et il y a une chose que j'ai eu à dire autrefois ici, et j'ai vu qu'on l'a annoncé dans un programme, ça c'est bien. J'avais fait remarquer que déjà à l'époque, lorsque j'étais à la primature sous le Premier ministre Mouzito, nous avions eu une discussion sur la taxation ou l'imposition sur les produits miniers. Il arrivait que certains exportateurs puissent sortir les produits miniers sous forme de remblai, de la terre avec plusieurs minerais. Mais là, on faisait une fausse déclaration. On vous dit qu'il n'y a que de la cassitérite, alors que dans cette terre-là, il y a plusieurs autres minerais. Mais parce qu'on n'a pas un laboratoire sérieux pour pouvoir étudier ce qu'il y a comme composantes, eh bien, on fixe les impôts en fonction de ce qui a été déclaré. Mais à côté, il y a plusieurs choses qui sortent. Et donc, ça minore les recettes d'État. Tout récemment ici, j'en ai parlé encore et j'avais suivi une réunion de conjoncture où on a parlé de ça et on a dit qu'on est en train de faire quelque chose dans ce programme pour ça, tant mieux. Mais ce sont les vrais problèmes à attaquer parce qu'on doit réellement conforter nos recettes pour pouvoir aussi avoir plus de marge pour pouvoir agir. Je vous ai parlé ici, n'est-ce pas, des listes qu'on gonfle. Mais il arrive des fois qu'il y a une mission du Fonds monétaire qui est ici à Kinshasa. Et au même moment, il peut y avoir une réunion à la Banque centrale, au ministère des Finances, au ministère du Plan et une autre réunion au ministère du Budget, ou à la DGI. Mais qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il y a des réunions, selon les convenances, des fois on donne des jetons de présence. Mais vous allez voir le nom d'une même personne sur les 4 listes. Est-ce que cette personne est omniprésente pour pouvoir être à la fois à la Banque centrale, aux finances, au plan et à la DGI? Non. Ça ne se passe qu'au Congo. Mais, et c'est connu de tous. Hein? Mais justement, c'est ce qui augmente c'est un secret des les polichinelles. dépenses liées aux primes, tout ça. Et non, il faut faire ceci là et c'est un peu d'évaluer qu'est-ce que les gens gagnent derrière ces primes-là et ça représente quelle part du budget de fonctionnement de l'État et même comparer le poids de ce que ces gens gagnent en termes de primes. L'enveloppe. Par rapport à ceux qui réellement investissent sur ressources propres. Parce que malheureusement, la plupart des investissements publics en RDC sont financés avec l'argent des partenaires. Nous-mêmes, notre quotité ou notre part est faible. Mais ce n'est pas honorant pour nous. Ce n'est pas honorant pour nous. Mais parce qu'il y a des comportements de cette nature. Il faut attaquer ça. Vous allez voir, un ministre est nommé, il arrive en fonction, on lui amène une enveloppe. Oh non, Excellence MAD, mise à disposition de fonds. Combien? 800 000 $, 1 million $, 2 millions. Mais non, on a beaucoup de priorités ici dans ce pays. Aujourd'hui, si on devait juste regarder les secteurs prioritaires comme l'éducation et la santé, quels sont nos besoins là-bas? Évaluons un peu tous ces besoins sur l'ensemble de la République. Et c'est à combien? Et ensuite, on regarde maintenant qu'est-ce qu'on alloue. Est-ce qu'on atteint? Est-ce qu'on pourra même atteindre? Non. Est-ce qu'on pourra sécuriser les minima acceptables? Non. Ce sont des difficultés. Vous savez que la RDC a pris des engagements. Nous sommes signataires de la déclaration d'Abuja. Ouais. Il dit qu'il faudrait qu'au moins 15% du budget de l'État soit consacré au secteur de la santé. Mais ce n'est pas le cas. On a signé le pacte mondial pour l'éducation et le pacte dit que nous devrions consacrer plus ou moins 5%, l'équivalent de 5% de notre PIB à l'éducation. Mais ce qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être 3% ou voire moins. C'est faible. Et il y a des besoins. Mais comment est-ce que nous, Congolais, qui aimons le pays, nous qui sommes conscients que le capital humain joue un rôle déterminant, on ne prend pas le soin de donner suffisamment de ressources à l'éducation, à la santé, mais on se donne des primes indues, on fait de la tricherie derrière les primes, tout ça. Mais ça évince justement ces dépenses prioritaires et du coup, on n'est plus en mesure de bâtir tout un modèle fort de croissance économique soutenue pour garantir à la population. Donc, d'après vous, c'est aussi une forme de détournement. Mais bien sûr, bien sûr.
Bien sûr, c'est toujours un détournement. Ou peut-être l'une des modalités de détournement. Une modalité. Et autre chose encore, je l'ai dit aussi sur d'autres chaînes, c'est que lorsque on met à la disposition d'un ministre, d'une administration ou d'un service des ressources publiques, il faut s'assurer que l'argent sera utilisé de manière efficace. À l'époque, nous avions réfléchi sur cette question avec feu professeur Bolaluete et professeur Soumata. Et c'est pour ça qu'en 2011, dans une étude qu'on a eu à réaliser, nous avons proposé la bancarisation. Mais pourquoi? C'est parce qu'on avait justement constaté que les comptables d'État qui payaient les salaires, avec les Maboko Bank, oui, ils avaient des marges importantes, il y avait des fictifs, des personnes décédées, mais pour lesquelles on sortait de l'argent et l'argent allait justement servir autre chose que la vraie paye. Maboko Bank. Et ça, c'est ce qui a fait que nous puissions à l'époque penser à la bancarisation. Ça, c'est aussi Matata Pogno. Non, nous, on a fait l'étude en 2011 et eux ont appliqué ça avec Mukoko Samba en 2012. Oui, mais l'application, c'est avec Matata Pogno. Oui, non, nous, l'idée vient de nous en 2011 et ils ont appliqué. Il faut noter que nous avons fait cette étude dans le cadre du PNUD. Et Mukoko Samba était aussi notre chef là-bas à l'époque, qui était économiste à l'époque au bureau du PNUD ici en RDC. Donc, je pense qu'il a peut-être eu aussi l'occasion de voir cette étude-là. Mais bref, nous l'avions dit, et il y avait sur cette dimension-là budgétaire. C'est-à-dire qu'on a réalisé qu'il fallait absolument contrôler ceux qui manipulent l'argent de l'État. Parce que, les comptables. Oui, les comptables. Et les agents payeurs. Et quand on a bancarisé, on a mis en place le comité de la paye, mais malgré qu'on ait le comité de la paye, il y a encore eu des déboires, toujours en termes de... Parce que, les fictifs. Oui, non, c'est-à-dire qu'il y avait des retours après les reliquats de la paye. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces reliquats de la paye? C'est une autre question. À un moment donné, même l'IGF sous Alignetti a présenté, n'est-ce pas, un nombre important de fictifs. Même au sein de nos forces armées. Oui, mais qu'est-ce qu'on a fait avec? Parce que cette économie budgétaire devrait normalement rentrer. Non, mais ça rentre à la caisse de l'État. Bon, Dieu seul sait. Ok, non, mais vous voyez, donc, en fait, c'est juste pour dire qu'il faudrait justement imposer certaines mesures, ou même une charte de gestion financière dans les entreprises, dans les administrations, dans les services publics et dans les ministères, pour qu'on s'assure que lorsque le Trésor public sort 100 000 $ pour faire ça, ça va réellement là-bas. Mais si après ça, il y a des détournements et on commence à utiliser des fausses pièces justificatives, ça pose problème. Donc il faut vraiment prendre des mesures fortes pour amener les gens. Et mieux encore, on peut faire ceci. Chaque mois, on vous demande à vous, le ministre X, de faire un rapport sur le fonctionnement de votre ministère. Un rapport détaillé. Oui, et il y a un rapport financier où on dit, voilà, nous avons reçu autant du Trésor public pour telle activité, voici le taux d'exécution de chaque chose. Et quand on fait le taux d'exécution, exécution financière des dépenses, on regarde aussi l'exécution physique des choses. Je donne un exemple. Vous allez demander 10 millions pour construire un immeuble. On vous donne 9 millions, soit 90% du montant, mais quand on regarde le bâtiment, la construction n'a pas été débutée. Peut-être juste la fondation. Voilà, vous comprenez? Oui. Là, il y a une discordance et l'argent est allé où? Et là, dit-on, il faut taper. Et si ça ne va pas, il faut sanctionner parce qu'il faut que les gens aient peur de l'État. Là, vous êtes arrivé. Est-ce que l'impunité ne serait-elle pas aussi un facteur à la base de cette situation? Oui. C'est un facteur qui encourage. Parce que quand quelqu'un pose certains actes qui sont irréguliers et que personne ne l'inquiète, la justice ne le sanctionne pas. Ou on semble l'inquiéter après quelques temps. Voilà, on fait preuve de complaisance. Effet d'annonce. Et justement, tout ça, ça dérange. Parce qu'au final, c'est le pays qui perd. Parce qu'il y aura de l'argent détourné. Comment le pays perd? C'était ça. Non, l'argent est sorti pour construire une route. Ouais. On n'a pas construit la route, l'argent va dans les poches de X met ça dans une banque à l'étranger. Mais le pays perd. Parce qu'on n'a pas la route, mais au niveau de nos recettes aussi. Et X s'est construit un immeuble pour son propre compte. Voilà. Et ils peuvent faire payer ça aussi très cher aux Congolais. Ouais. Ils souffrent déjà. Le problème de tout ça, donc, ce sont des mots. Ce sont les vrais problèmes. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'action dans le secteur des finances publiques en urgence devrait consister à extirper tous ces comportements. Assainir les secteurs. Totalement. En matière de collecte, je l'ai souvent dit, et j'ai parlé des collusions qui existent. Ça va vous êtes conseiller d'une entreprise privée en matière de douane et de fiscalité. Nous-mêmes, vous êtes directeur à la DGI ou à la DGDR. Mais il y a une collusion et donc vous avez l'habitude de manipuler et ça se fait. Et il faut donc mettre en place des dispositifs pour justement frapper d'incompatibilité ce genre d'activité. Comme ça permet de conforter
la collecte des recettes publiques. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire, beaucoup de petites mesures, mais si on les prend, on les fait respecter par tous, vous allez voir. Et si on veut aussi bien faire les choses, il faut mettre des garde-fous partout, notamment en ce qui concerne la correction des redressements fiscaux. Parce qu'il arrive des fois qu'on fasse un redressement fiscal à l'encontre d'un opérateur économique qui a fauté, mais le ministre des Finances, le DG de la DGI, par collusion avec certaines personnes, arrivent à reconsidérer ça à la baisse. Et c'est le Trésor public qui, malheureusement, perd. Il y a des trafics d'influence dans toutes les directions. Ce sont les vraies choses qu'il faut attaquer. Si on fait ça, vous allez voir comment est-ce que le budget d'État va exploser et comment est-ce qu'on aura déjà plus de ressources pour mieux financer les secteurs prioritaires. Ce sont des problèmes qui nous dérangent. Vous savez, l'imposition, c'est quoi? C'est un prélèvement, n'est-ce pas, de revenus de l'État à partir de l'activité économique qui est réalisée. Mais pour que l'on puisse mieux collecter, il faut aussi connaître les contribuables. En 2015, parce que j'ai dirigé à l'époque l'équipe qui a élaboré le PNSD, j'avais suggéré que l'on puisse avoir un fichier de l'entreprise ou des entreprises en RDC. La Banque mondiale a répondu favorablement à cette idée et des ressources ont été mises à disposition et l'INS a été mise à contribution pour faire ce travail. Mais malheureusement, le travail n'a pas suffisamment avancé ou évolué. Or, on aurait cette liste-là des entreprises, leur catégorisation, leur secteur d'activité, on pourrait mieux collecter. Parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas répertoriées dans la liste des contribuables au niveau de la DGE, tout comme sur le LCD. Mais un manque à gagner pour la République. Voilà. Et vous allez voir aussi, on a créé la DGE pour que les grandes entreprises aillent y payer leurs impôts là-bas. Ouais. Vous allez trouver que certaines grandes entreprises payent leurs impôts au niveau des centres d'impôts. Ce qui fait que ce n'est pas le lieu indiqué. Du coup, et c'est souvent négocié. Hein? Bien sûr, parce qu'au niveau du centre d'impôt, quand une grande entreprise paye, vous atteignez directement vos assignations. Et du coup, quand les autres, les PME vont payer, l'argent ira où? Dans ce pays-ci, il arrivait des fois que même un ministre appelle un receveur, lui dit non, mon conseiller va vous appeler pour vous donner un numéro de compte où vous allez payer l'argent. Ce n'est pas vrai, ça. Mais ça s'est fait dans ce pays. Il y a même des inspecteurs ou encore même des magistrats ayant appris qu'il y a une activité frauduleuse qui se fait ici. Lorsqu'ils essayent de trouver la réponse, on les intimide pour ne pas dénoncer le mal. Mais non, qu'est-ce que nous voulons au final? Parce que tout le monde, personne ne passe à la télévision pour dire que je déteste le Congo, si vous me nommez, je vais voler. Tout le monde dit que nous aimons le pays et lorsqu'on sera là, on fera... Mais pourquoi ça avance même ceux qu'on prenait pour des saints, mais hélas, une fois aux affaires... Bon, la sainteté, c'est l'affaire de Dieu. Nous ne sommes que des hommes... des immaculés. Oui, il faut peut-être aller chercher le perfectionnement. Mais dans ce monde qui est le nôtre, pour que la perfection soit là ou que le perfectionnement intervienne, il faudrait mettre des garde-fous pour pouvoir orienter ou canaliser les comportements des agents ou acteurs. Donc, ce sont là les vrais problèmes que nous avons. Et aussi longtemps qu'on ne fait pas ça, tout ce qu'on dira aux gens, voilà, on a fait ça, non. Mais il y a même certaines mesures, des fois, de réforme qui ne sont pas encore appropriées à notre contexte congolais. Mais malheureusement, on en parle comme si c'était quelque chose de spécial ou de très particulier. Et fort malheureusement, c'est triste. Donc, c'est grave. Une hémorragie cancéreuse, c'est vrai, à l'actuel, nous l'avons survolé. Mais je voulais encore qu'on revienne ou qu'on mette encore l'accent sur les pistes des solutions. Comment sérieusement arrêter cette hémorragie, David Alexandre Choué? Vous savez, d'abord, il y a une chose. Si on se positionne au niveau du gouvernement, moi, ma recommandation serait que l'on puisse définir vraiment des nouvelles règles de fonctionnement de l'État ou du gouvernement et imposer une certaine discipline à tous les acteurs. Parce qu'en fait, le problème, c'est que nous devons déjà, au niveau du sommet, prêcher par l'exemple. Et donc, il serait important de mettre sur pied des mécanismes qui vont contraindre tous les acteurs qui sont en activité à agir dans le sens des intérêts de la population et non pas agir dans le sens de protéger leurs intérêts ou encore servir leurs intérêts propres au détriment des intérêts de la population. Donc, il faudrait mettre en place un dispositif qui amènerait les ministres à bien gérer et à ne pas toucher à l'argent de l'État. Oui, il y a déjà beaucoup de dispositions qui sont là au niveau de la loi sur la passation des marchés, mais on se rend compte que malgré que cette loi existe, il y a toujours de la triche. Mais pour cela, je pense qu'il faudrait développer des outils informatisés
pour pouvoir suivre certaines choses et également faire des contrôles, un suivi rapproché. Et là, ça demande que le Premier ministre tienne beaucoup de choses en main. Le Premier ministre doit suivre de près certaines choses et doit chercher à savoir ce qui se passe et exiger des rapports régulièrement. La primature doit être une machine qui suit l'action gouvernementale à tous les niveaux et le Premier ministre doit être là pour garantir l'efficacité ou s'assurer de l'efficacité des actions menées par tous les membres du gouvernement. Mais s'il n'y a pas un vrai suivi, s'il n'y a pas de sanctions ou de réprimandes de la part de la primature, beaucoup sont ceux qui vont profiter pour faire n'importe quoi et cela se fera malheureusement au détriment de la collectivité. Il y a des mesures à prendre aussi pour garantir l'efficacité autour des ministres. Parce qu'un ministre doit être efficace et cette efficacité est liée à sa personne, à sa façon de faire, mais également à l'organisation qui est mise en place pour qu'il puisse bien travailler et aux gens qui l'accompagnent. Mais si le cabinet qui accompagne le ministre est un cabinet politisé, qui ne travaille pas et qui vient juste pour des motivations d'argent, il y aura un problème. Et souvent, je le dis, c'est qu'en RDC, la politique prend l'État en otage. Parce que ceux qui travaillent dans les cabinets ministériels sont payés par le Trésor public pour faire le travail du pays. Mais quand les partis politiques viennent, ne tiennent pas compte de l'efficacité, des compétences, même des casiers judiciaires, et qu'on nomme les gens juste pour le plaisir, ben, c'est déjà une dilapidation des ressources publiques. L'argent est payé à des personnes qui ne travaillent pas. Or, nous, en économie, on a un principe equal pay, equal service. C'est-à-dire que ce que je paye, c'est la contrepartie de ce que tu donnes comme service. Mais si je paye de l'argent à quelqu'un qui ne me rapporte rien en termes nets, je perds. Qui vient faire 1 ou 2 heures au travail et puis il s'en va. Oui. Même un ministre, quand on lui paye beaucoup d'argent, c'est parce qu'on attend que le ministre fasse avancer un agenda dans un secteur de la vie nationale. Mais s'il ne le fait pas, le pays perd de l'argent. Donc on doit se battre aujourd'hui pour garantir l'efficacité de l'État. Or, l'efficacité suppose une bonne organisation et des mesures qui s'imposent pour pouvoir encadrer les comportements des acteurs. Parce que naturellement, l'homme a une sorte de penchant vers le mal. Mais il faut alors que les lois... L'homme est naturellement mauvais. Oui, il faudrait que justement les lois bloquent. Donc, il faudrait que les institutions soient fortes. Et quand je parle d'institutions ici, il faut prendre ça dans le sens le plus large. Hein. Ce n'est pas que les corps constitués. Je vois aussi les lois, les règles du jeu, tout ça, il faut mettre en place pour s'assurer. Il faut aussi veiller à ce que les tâches des uns et des autres soient connues et respectées. Parce que quand, des fois, il y a substitution d'un acteur par un autre, ou des fois, on s'immisce dans certains secteurs sans avoir le mandat, on pose des actes qui sont irréguliers, ben, à terme, c'est le pays qui perd. Donc, il y a vraiment toute une organisation à mettre en place pour améliorer la gouvernance. Et ça se faire au niveau national, tout comme au niveau provincial. Parce que nous avons parlé des détournements des finances publiques, n'est-ce pas, des ressources publiques, mais ça se fait également au niveau des provinces. Et dans plusieurs provinces, laissez-moi vous le dire, on a des ministres des Finances provinciaux, n'est-ce pas? Mais ils ont quel pouvoir? Tous, ce sont les gouverneurs. Et les gouverneurs, des fois, se comportent très mal. Et ça, je demanderai au chef de l'État, au Premier ministre, d'avoir un œil là-dessus. Parce que ça ne va pas. Il y a des gouverneurs qui sont des rois. Il peut faire ce que bon lui semble. Lorsque le ministre provincial des Finances lui dit, il fait un remaniement, il fait partie du ministre parce qu'on lui dit la vérité. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai vu, je cite par exemple des gens, en 2012, le PNUD a organisé une étude sur les finances publiques provinciales, la partie recettes, et j'étais chef d'équipe pour travailler pour le compte d'un cabinet sud-africain Innovex. Mais nous sommes allés en province, j'ai vu comment est-ce que certains gouverneurs donnaient des ordres à leur ministre des Finances, donner l'argent tel à tel, sans que cela ne relève du budget de la province, et sans même qu'il y ait des actes, juste de manière verbale. Et les ministres se plaignaient, mais ils ne pouvaient pas agir autrement, parce que s'ils disaient le contraire, le gouverneur prendrait juste un acte pour le limoger. Et donc, c'est un problème. Parce qu'en fait, l'efficacité de l'État dépend de ce qui est fait au niveau central, mais également au niveau de ce qui est fait au niveau provincial. C'est-à-dire qu'il faut une sorte d'harmonie généralisée et de concertation pour que l'action publique soit efficace dans le pays. Mais ça manque. Donc, les détournements au niveau national, au niveau provincial se font et ça affaiblit totalement l'État. Il faut lutter contre ces mots-là. Donc, les réformes que nous pensons faire au niveau central, on doit les imposer au niveau provincial. Sinon, ça n'aura pas d'effet. Non, parce qu'en fait, le Premier ministre est ici, et avec les ministres centraux ou nationaux, ils prennent des mesures, mais si au niveau des provinces, les ministres et les gouverneurs ne font pas un relais... Si à Mbandaka, il n'y a pas de relais. Mais du coup, on n'aura pas les résultats escomptés et tout ce qu'on va annoncer ne sera que... Fait d'annonce. Fait d'annonce ou des vœux assez pieux
mais qui n'auront aucune incidence réelle sur le vécu de la population. Donc, ce sont des choses qu'il faut faire. Vraiment, c'est très important. Et au-delà de tout ça, il faut que la justice reprenne ses notes, les notes de La justice. Il faut La frapper. justice. Tous, on doit être frappés si nous bougeons. Les règnes de l'impunité. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et quand les gens jouent avec les deniers publics... J'ai l'impression que en République démocratique du Congo, ces derniers temps, les détourneurs sont encensés. Hein? Faut pas dire, hein? Ça devient comme une sorte de rivalité, de concurrence. Comme lui a frappé 5 millions, moi j'en ai frappé 10. Moi j'ai frappé 10. Il a frappé 10, à 10 c'est l'autre côté, il en a frappé 20. Donc une course au détournement. À l'époque, j'avais suivi une prédication d'un pasteur que l'on connaît presque tous au pays, pasteur Roland Dallot. Il a dit ceci: ce que nous véhiculons comme message, même dans nos chansons, est le reflet de ce qu'est notre société. Et des fois, ce sont des choses qui nous tirent vers le bas. J'aimais bien Papa Wemba, il chantait très bien, et il a une très belle voix, et tout ça, mais il y a des choses qu'il a eu à chanter qui n'étaient pas correctes. Quand on dit chasse le copain, c'est une contre-vérité. Nous devons bâtir notre société sur le travail, pas sur la chance. Moi, quand j'interroge à l'université, je n'écris pas en bas bonne chance. Donc, il y a encensé les enfants de la rue. Bon travail aux étudiants. Parce que je suppose que pour faire un examen, l'étudiant doit se préparer et venir travailler conséquemment. Donc, dans toutes mes feuilles d'examen, en bas, on écrit bon travail. Il faut vérifier. Pas bonne chance. Je ne crois pas à la chance, mais je crois aux vertus du travail. Ça, non, mais il y a aussi une dose de la chance. Hein. Bon, ça, c'est selon vous. Bon, la chance, c'est créé. Oui, mais je pense que le travail. Et ça, c'est un élément important. Et il y a beaucoup d'antivaleurs. Ce que vous dites là, mais il y a des gens ici qui souvent sont chantés par nos musiciens ici. Mais en Europe, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent, ils cassent des magasins. Des mafieux. Voilà. Donc, vous comprenez un peu qu'il y a un problème à ce niveau-là. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, mais il faut faire un effort pour arrêter. Le problème n'est pas celui de dénoncer. Nous, notre problème, c'est qu'on veut juste que ça s'arrête pour que l'on mobilise suffisamment de ressources et qu'on utilise ça à bon escient pour que le pays reprenne de plus belle et qu'on avance, qu'on prenne une nouvelle trajectoire. C'est tout ce que nous voulons. Et pour cela, il faut que l'on soit sévère envers tout le monde. J'ai suivi cette nuit ou ce matin, vers 4 heures, je travaillais sur Instagram, une vidéo là, où on parlait de 5 ministres sénégalais qui sont aujourd'hui traqués par le pouvoir en place. Et on vous donne le nom des ministres, les ministères qu'ils ont gérés et également les montants. Mais il y a des ministres qui sont traqués pour 200 000 $ américains. Devant être utilisés à l'époque de la Covid. 200 000. D'autres pour 800 000, d'autres peut-être 1 million. Seulement? Oui. Voilà. Si on dirait seulement, vu les montants que... Donc par rapport à ce qui se passe chez nous, oui, mais ils sont encore nous devons être sérieux. Des non-professionnels, des amateurs. Voyez encore pourquoi je dis que nous ne sommes pas sérieux, nous-mêmes Congolais, nous avons le pays. C'est parce que John peut être mon ami. Mais si on établit noir sur blanc que John a volé l'argent, au lieu de reconnaître que John a volé l'argent parce que c'est mon ami, je commence à chercher des mécanismes pour dire non, John est arrêté ou est traqué parce que non. On politise. Les faits sont les faits. Ce qui est factuel et parle plus que toute autre considération. C'est ça, malheureusement, ce qui dérange. Mais il faudrait justement qu'on reste dans cette logique-là pour que tout le monde ait peur de l'État. Et il faut que la peur du gendarme. Oui, et on doit renforcer les mécanismes de redevabilité. Tout le monde doit être redevable vis-à-vis du peuple. Vous pouvez être président de la République, Premier ministre, président de l'Assemblée, président du Sénat. Rendre compte. Rendre compte, parce que ce n'est pas votre argent, c'est l'argent du contribuable. Mais si l'argent du contribuable est utilisé selon le bon vouloir des individus, mais c'est le pays qui perd. Donc, nous devons faire un effort pour que... Alexandre, ce n'est pas encore la conclusion. Je reviens à vous pour la conclusion. Mais c'est mois de juin. Les gouvernements souminois totalisent une année, un an. Donc, l'heure est donc au bilan. Le bilan, c'est l'ensemble des réalisations. Alors, nous pensons qu'un ministre sort quand même du lot qui s'est distingué. Il s'agit de l'argentier national, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, parce qu'avec lui, c'est la mobilisation record et historique des recettes. Avec Doudou Fwamba, c'est aussi l'homme des réformes. Et celle du secteur des assurances est éloquente. Doudou Fwamba, c'est aussi les financements des infrastructures. Vous voyez des travaux
Banakine Banmo Bazomona, notamment l'avenue Kassavubu, Kabinda, avenue du Livre, Kabamba. Par-ci par-là, c'est un financement du gouvernement national avec l'argentier national Doudou Fwamba, Likunde Libotaï. C'est aussi les paiements réguliers. Une tradition a été instaurée. C'est maintenant les 28 du mois que les agents et fonctionnaires de l'État sont payés, la stabilité des taux d'échange, la stabilité des prix des biens et services, c'est aussi Doudou Fwamba, Likunde Libotaï. Chapeau bas à lui donc. Mais je peux David passer un mot. Alexandre Chouet, Je place un je mot reviens à là-dessus. vous pour la conclusion. Non, mais je place un mot là-dessus. En Oui. fait, je souhaiterais que l'on puisse vraiment nous aider à mieux penser et analyser certaines choses. Parce qu'en fait, il y a eu un débat tout récemment ici sur qui fait quoi. Il faut noter que l'action gouvernementale est une action Collective. collégiale et ne s'arrête pas à une seule personne. Il faudrait que la Banque centrale prenne certaines dispositions, que le budget et les finances prennent des décisions pour que la stabilité soit là. Si un des maillons de la chaîne pose problème, il n'y aura pas de stabilité. Donc il faudrait que l'on puisse jeter des fleurs à toute l'équipe dans la mesure du possible. Tout à fait. Et en ce qui concerne les infrastructures, là encore il y a un point parce qu'on n'a pas assez de temps pour pouvoir tout dire. Mais vous imaginez ici à Kinshasa, moi j'ai vu, on construit aujourd'hui une avenue. 5 mois après, l'avenue est totalement détruite et et c'est ça ce qui se passe. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et l'efficacité des travaux publics pose problème. Pourquoi? Parce qu'on appréhende mal les choses. Nous sommes dans une zone où il pleut abondamment. Vous construisez des routes sans tenir compte de la situation géographique qui est la nôtre. Mais c'est de l'argent qu'on jette parce que vous construisez aujourd'hui. 5 mois après, c'est-à-dire vous reprenez l'exercice, c'est ce qui se passe. Malheureusement. Donc, il faut relativiser. Il faudrait que l'on puisse être exigeant. Je l'ai dit tout à l'heure, le président Tshisekedi avait dit le peuple doit être exigeant par rapport à... Il faut qu'on soit exigeant pour que les gens puissent faire bouger. Mais c'est vrai qu'on doit être honnête. Je pense que depuis que Mme Soumina est arrivée, le rythme de dépréciation de la monnaie a baissé. Ok. En 2023, il y a eu des fortes dépréciations de la monnaie nationale par rapport au dollar américain. Ouais. Et les glissements étaient rapides. C'est aussi grâce au ministre des Finances. En partie, oui, et aussi la Première ministre, mais également la Banque centrale. C'est pour ça que je préfère qu'on dise ça de manière, pointer sur de manière collégiale. Hein, Mais en fait, c'est une réalité. Oui, La c'est direct, stabilité non. des taux d'échange. Non, le taux est effectivement stable. Oui. En économie, ce sont les chiffres qui parlent. Ne pas reconnaître ça, c'est de la méchanceté. Le taux est stable, nous le voyons. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir aller de l'avant. Parce que, comme je l'ai dit sur votre plateau ici et sur votre chaîne, la stabilité macroéconomique n'est pas une finalité. Il faut transformer l'économie et l'engager sur la voie de la croissance pour produire plus, créer plus de revenus et plus d'emplois et donner à la population l'occasion de travailler, de gagner des revenus conséquents et vivre mieux. Vivre mieux, c'est-à-dire qu'on a un revenu plus important, régulièrement payé, et avec lequel on peut payer le loyer, on peut nourrir décemment la famille, payer les frais de scolarité des enfants, se faire soigner. Donc tout ça, c'est ce qu'il faut pour qu'on puisse réellement faire en avance. Comme toujours, c'est la conclusion. David Alexandre Chouet, en 60 secondes, qu'est-ce que vous pouvez dire à la conclusion? Je souhaiterais que l'on puisse approfondir les réformes et actions visant à faire face à tout ce qui a comme problème de détournement des deniers publics. Ça nous tire vers le bas. C'est-à-dire que tout ce qui a comme détournement au niveau de la collecte des recettes publiques réduit notre espace budgétaire. Et tout ce qui a comme détournement au niveau même des mécanismes d'utilisation nous rend incapables de mieux affecter nos ressources et mieux booster les secteurs prioritaires. Et du coup, tout ça affecte l'efficacité de l'État. Donc, il faudrait corriger à ce niveau-là. Mais la correction doit se faire aussi bien au niveau central qu'au niveau provincial parce que les mots sont les mêmes. Si on s'étale qu'à Kinshasa sans regarder ce qui se passe au niveau des provinces, on fausse les mécanismes parce que l'efficacité de l'État dépend de tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau central et provincial. Et pour cela, ça demande que l'on mette en place beaucoup de dispositifs, des réformes, oui, mais des dispositifs sur comment est-ce qu'on garantirait une bonne collaboration entre pouvoir central et province, mais aussi qu'on donne cette fois-ci au pouvoir central la possibilité de regarder ce qui se fait dans les provinces. Sinon, on ne pourra pas voir les résultats escomptés. David Alexandre Chouet, enseignant à l'université protestante au Congo. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et certainement qu'on va encore se retrouver très bientôt. Merci, c'est un plaisir. Pour l'instant, je vous dis au revoir. Au revoir, merci.
Monsieur Zadam, vous l'avez compris, c'est un mal qui nous ronge, c'est un mal catastrophique, un véritable cancer. On doit rapidement y mettre fin, on doit rapidement l'arrêter, sinon, vous-même, vous pouvez conclure. Moi, c'était un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition de ces enjeux et je vous retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir.